Bonjour, c'est Sébastien. On va aborder maintenant le dernier chapitre de la mécanique qui va porter sur la conservation de l'énergie. Dans ce chapitre-là, on va d'abord définir qu'est-ce que c'est que l'énergie. On va définir les deux principaux types d'énergie qui nous intéressent dans notre cours, c'est-à-dire l'énergie potentielle, gravitationnelle, et l'énergie cinétique. Donc, pour faire un topo rapide, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'énergie qui est associée à la hauteur d'un objet. Donc, plus vous montez un objet haut, plus il acquiert de l'énergie potentielle gravitationnelle. Et l'énergie cinétique, c'est l'énergie due à un mouvement. Donc, plus un objet va vite, plus il y a d'énergie cinétique. Si on regarde le cas d'une sauteuse en bungee ici, au départ, elle est haute, elle est placée à une position haute. Donc, elle a beaucoup d'énergie potentielle gravitationnelle. Et ensuite, en se tirant dans la falaise, elle perd graduellement son énergie potentielle, parce que sa hauteur diminue, et son énergie cinétique augmente au fur et à mesure. Donc, parce que sa vitesse augmente. Donc ici, on a un transfert d'une forme d'énergie à une autre. Pour faire un transfert d'énergie, on fait un travail. Donc si on regarde, par exemple, si le joueur de quilles, avec sa main, il a exercé un travail sur la boule et c'est ça qui lui a permis d'acquérir de l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert d'énergie entre le joueur et la boule. Donc, le joueur a perdu de l'énergie et la boule a acquéri de l'énergie. C'est intéressant de noter que l'énergie, c'est un concept qui est relativement récent dans l'histoire de la science. Même à l'époque de Newton, c'était un concept inconnu, qui pourtant est rendu vraiment fondamental en science. L'énergie, ça peut être vu comme un concept un peu abstrait parce qu'on ne peut pas le voir, un peu comme une force. Mais on pourrait dire que l'énergie, c'est encore plus abstrait parce que la force, on peut la ressentir. Si mettons, quelqu'un vous pousse, vous allez le sentir. Par contre, l'énergie, on ne peut pas la sentir directement. Mais en fait, on peut sentir l'énergie calorifique. Fait que si par exemple, vous frottez vos mains l'une contre l'autre, vous allez sentir l'énergie calorifique qui va se dégager. Mais si on parle par exemple d'énergie potentielle, l'énergie associée à la hauteur, mais c'est pas vraiment visible. Alors comme on a dit au chapitre précédent, le travail, c'est un transfert d'énergie d'un objet à un autre. Important de comprendre que l'énergie, c'est un scalaire. Ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Donc, une énergie n'a pas d'orientation. C'est juste un nombre avec une unité qui mesure en joules. Voyons maintenant différentes formes d'énergie. Alors, j'y ai fait déjà allusion. L'énergie cinétique, c'est l'énergie associée au mouvement d'un objet, à sa vitesse. Maintenant, pour la calculer, d'abord, le symbole qu'on utilise, c'est EK. K, ça vient de l'anglais kinetics, qui veut dire justement cinétique. Alors, EK, énergie cinétique, est égal à 1/2 fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. Alors, bien sûr, la masse doit être mise en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde, de manière à obtenir une énergie en joules. Regardons un exemple. Supposons qu'on a une voiture qui a une masse de 1200 kg et elle roule à 50 km par heure. Que devient cette énergie si la vitesse de la voiture double? Donc, si elle passe de 50 à 100 km/h. Alors, voyons d'abord c'est quoi son énergie à sa vitesse initiale de 50. Alors, la première chose, ça serait de convertir cette vitesse en mètres par seconde. Donc, on va faire fois 1000 divisé par 3600 secondes par heure. Ou autrement dit, ça revient à faire divisé par 3.6. Ça va donner 13.9 mètres par seconde. Maintenant, si on double la vitesse à 100 km/h, c'est le double, ça donne 27.8 mètres par seconde. Alors, pour calculer les énergies, je vais utiliser la formule 1/2 mv carré. Donc, 1/2 fois la masse de la voiture et je vais faire le calcul pour les deux vitesses. Donc, ici, ça, c'est 50 km/h. Ici, ça, c'est 100 km/h. Alors, observez les réponses qu'on obtient. 116 000 joules, ça, c'est à 50 km/h. Et 464 000 joules à 100 km/h. Donc, quand je double ma vitesse, est-ce que mon énergie cinétique double elle aussi? Non. Parce que 464 000, ce n'est pas le double de 116 000. C'est 4 fois plus. Ça veut dire que quand ma vitesse double, mon énergie cinétique quadruple.
Et ça, on peut le voir avec la formule de l'énergie cinétique parce que la vitesse est au carré. Donc, si la vitesse double, ce paramètre-là, V carré, va augmenter par un facteur 4 parce que ça va faire x2 x2 ou x2 au carré. Donc, mon énergie va quadrupler. C'est ça qu'on voit ici. Alors, peut-être vous allez dire, c'est quoi l'importance de ça? Ben, en fait, l'importance, c'est que une voiture à 100 km/h, elle a 4 fois plus d'énergie qu'une voiture à 50 km/h. Donc, la distance de freinage requise est 4 fois plus grande, même si elle va seulement 2 fois plus vite. Alors, c'est ça que vous avez ici. Observez, ça c'est pour 3 vitesses différentes, donc une voiture qui roule initialement à 30 km/h, 60 km/h et 120 km/h. L'idée, c'est que celle-ci, elle a 4 fois plus d'énergie que celle-ci. Donc, sa distance de freinage est 4 fois plus longue. Donc, dans une situation où est-ce qu'elle devrait freiner d'urgence pour éviter une collision, cette situation-ci est beaucoup, beaucoup plus dangereuse que celle-ci. Et, même chose, à 120 km/h, observez à quel point la distance de freinage, elle est grande par rapport à celle-ci. Elle est 4 fois plus grande, même si la vitesse est seulement 2 fois plus grande. Et ça, c'est une sensibilisation aussi par rapport à l'importance de respecter les limites de vitesse sur la route. Vous pourriez dire, par exemple, 120 km/h, c'est pas beaucoup plus que 100 km/h. Le problème, c'est que la distance de freinage à 120 km/h, elle est significativement plus grande qu'à 100 km/h. Significativement plus grande. Donc, si par exemple, il y a un orignal qui traverse la route, eh bien, vous êtes en beaucoup moins, vous êtes en posture vraiment, vous êtes en beaucoup plus mauvaise posture si vous roulez à 120 km/h que si vous roulez à 100 km/h. C'est ça l'idée. Vous avez beaucoup, beaucoup plus de chances de frapper l'orignal si vous allez à 120 km/h que à 100 km/h. Parce que votre distance de freinage va être considérablement plus grande. Et non seulement ça, c'est que votre impact va être à beaucoup plus grande énergie. S'il y a impact, dans les deux cas, l'impact va être beaucoup plus fort si vous alliez à une plus grande vitesse au départ. Donc, les dommages sur le véhicule et sur vous vont être beaucoup plus grands. Et c'est pour ça que dans un stationnement, on demande toujours aux gens de circuler à des vitesses très très basses. En fait, même plus basses que 30. Là, généralement, dans le stationnement, c'est maximum 5 km/h ou 10 km/h. Parce que à ces vitesses-là, la vitesse est tellement faible que la distance de freinage est minuscule dans le fond. Fait qu'on peut arrêter comme, mettons si on roule à 5 km/h ou même à 10 km/h, on peut arrêter presque instantanément, très 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 vite. Si jamais, mettons, il y a une personne qui surgit d'un véhicule qu'on n'avait pas vu. En fait, le principal risque, souvent, c'est soit carrément qu'on voit pas la personne, par exemple parce on circule à reculons, ou encore parce que les gens ils sont nerveux et sous l'effet de la panique, ils vont peser sur l'accélérateur plutôt que peser sur le frein. Heureusement, une grande partie de ces problèmes-là vont être évités quand on va pouvoir circuler dans les voitures autonomes.